Un matin, plusieurs semaines après mes débuts chez eux, Merge insista pour m'accompagner au marché aux poissons. Elle adorait courir sur la place du marché, regarder autour d'elle, caresser les chevaux, participer aux jeux des autres enfants, goûter le poisson fumé des différents étals. Tandis que j'achetais des harengs, elle me poussa du coude et s'écria « Oh, regardez, Grillette, regardez ce cerf-volant !» Le cerf-volant, au-dessus de nos têtes, avait la forme d'un poisson, doté d'une longue queue. Le vent donnait l'impression qu'il nageait dans l'air, tandis que les mouettes tournoyaient autour de lui. Je l'observais en souriant quand j'aperçus qu'Agnès, qui allait et venait autour de nous, les yeux fixés sur Marge. Je n'avais pas encore avoué à Agnès qu'il y avait une petite fille de son âge. J'avais peur de l'inquiéter, et qu'elle pourrait être remplacée dans mon affection. Lors de mes visites à ma famille, je me sentais parfois gênée de leur dire quoi que ce soit. Ma nouvelle vie empiétait sur l'ancienne. Lorsqu'Agnès me regarda, je lui répondis par un signe de tête discret, afin que Merge ne s'en aperçoive pas. Me détournant pour mettre le poisson dans mon seau, je pris mon temps, désemparée devant son air meurtri. J'ignorais comment Merge réagirait si Agnès me parlait. Je me retournai, Agnès avait disparu. Je lui parlerai dimanche. J'avais 2 familles maintenant, et je devais les garder bien séparées. Je devais toujours m'en vouloir d'avoir tourné le dos à ma propre sœur. Je pendais la lessive dans la cour, secouant chaque pièce avant de l'accrocher, bien tendue sur la corde, quand Katharina apparut, haletante. Elle s'assit près de la fenêtre, ferma les yeux et soupira. Je ne m'interrompis pas, feignant de trouver naturel qu'elle vînt s'asseoir auprès de moi, mais je sentis mon visage se crisper. « Sont-ils déjà montés ?» me demanda-t-elle soudain. « Qui ça, madame ?»« Eux, espèce de sotte. Mon mari est... Allez voir s'ils sont là-haut. » J'allais à pas feutrés dans le couloir. 2 paires de pieds gravissaient l'escalier. « Vous pouvez y arriver ?» entendis-je monsieur demander. « Oui, bien sûr. Vous savez que ce n'est pas bien lourd, » reprit un autre homme, d'une voix caverneuse. « Juste un peu encombrant. » Parvenus en haut de l'escalier, ils pénétrèrent dans l'atelier. J'entendis fermer la porte. « Sont-ils là-haut » siffla Katharina. « Ils sont dans l'atelier, madame, » répondis-je. « Parfait. Maintenant, aidez-moi. » Katharina me tendit la main. Je l'aidai à se relever. Je me disais que pour peu qu'elle grossisse encore, elle ne pourrait plus marcher. Elle avança dans le couloir, tel un bateau aux voiles pleines, serrant bien fort son trousseau de clés, pour qu'il ne tinte pas, puis elle disparut dans la grande salle. Je demandai plus tard à Tanuki pourquoi Katharina s'était esquivée. « Oh, parce que Van Leeuwenhoek était ici, » gloussa-t-elle. « C'est un ami de notre maître. Elle a peur de lui. »« Pourquoi ?» Tanuki rit de plus belle. « Elle a cassé sa boîte. Elle a voulu regarder à l'intérieur, et elle l'a fait tomber. Tu sais comme elle est maladroite. » Je revis le couteau de ma mère en train de tournoyer par terre. « Quelle boîte ?»« Il y a une boîte en bois dans laquelle on regarde et on voit des choses. »« Quelles choses ? Toutes sortes de choses ?» répliqua Tanuki avec impatience. Manifestement, elle ne voulait pas parler de la boîte. La jeune maîtresse l'a cassée. Du coup, Van Leeuwenhoek, ne veut plus la voir. Voilà pourquoi notre maître refuse de la laisser entrer dans l'atelier en son absence. Sans doute s'imagine-t-il qu'elle va faire tomber un de ses tableaux. Je découvris ce qu'était cette boîte le lendemain matin, le jour où il me parla de choses qu'il me fallut de nombreux mois pour comprendre. En arrivant pour nettoyer l'atelier, je remarquai que le chevalet, le tabouret, avait été poussé sur le côté. Débarrassé de ses papiers, de ses gravures, le tableau les avait remplacés. Une boîte en bois, de la taille d'un coffre de rangement, était posée au-dessus. Une autre boîte, de plus petite dimension, la prolongeait. Un objet rond en ressortait. Je n'avais pas d'idée de ce que c'était. Je n'osais pas y toucher.
Je fis le ménage, en lui jetant de temps en temps un coup d'œil, comme si j'allais soudain en trouver l'usage. Après avoir épousseté l'angle de la pièce, j'achevai le ménage. Mon chiffon, effleurant à peine la boîte en bois, je rangeai le débarras, je lavai le sol. Ayant terminé, je me plantai devant la boîte, les bras croisés. Puis j'en fis le tour pour l'étudier. Je tournai le dos à la porte, mais je sentis tout à coup qu'il était là. J'hésitai. Valait-il mieux me retourner ou attendre qu'il m'adressât la parole? Sans doute fait-il grincer la porte, car je me retournai alors tout naturellement, et me retrouvai face à lui. Il était là, dans l'embrasure de la porte. Une longue robe noire recouvrait ses vêtements. Il me considéra avec curiosité, mais sans paraître s'inquiéter pour sa boîte. « Aimeriez-vous voir ce qu'il y a dedans ?» me demanda-t-il. C'était la première fois qu'il m'adressait la parole, depuis qu'il avait mentionné au sujet de légumes, des semaines plus tôt. « Oui, monsieur, répondis-je, sans savoir à quoi je m'engageais. Qu'est-ce que c'est ? » C'est ce que l'on appelle une chambre noire. Ces mots ne voulaient rien dire pour moi. Je m'écartai et le regardai pousser un loquet, puis soulever une partie du couvercle avec charnière. Quelqu'un là laissant la boîte entr'ouverte, j'entrevis au-dessus une plaque de verre. Il se pencha, regarda dans le vide, entre le couvercle et la boîte, puis il toucha une partie circulaire à l'extrémité de la plus petite boîte. On aurait cru qu'il observait quelque chose, même si, à mon avis, il ne devait pas y avoir grand-chose dans cette boîte, qui fût digne d'un tel intérêt. Il se releva, regarda un instant dans le coin de la pièce, que je venais de nettoyer avec tant de soin, puis il tendit la main, ferma les volets de la fenêtre du milieu, de sorte que la pièce n'était plus éclairée que par la fenêtre située dans l'angle. Il retira alors sa robe noire. Mal à l'aise, je me balançai d'un pied sur l'autre. Il ôta son chapeau, le déposa sur le tabouret près du chevalet, puis il se couvrit la tête de la robe noire. Il se pencha à nouveau au-dessus de la boîte. Je reculai d'un pas et jetai un œil vers la porte derrière moi. Ces derniers temps, Katharina n'éprouvait guère le désir de monter à l'atelier, mais je demandai ce que Maria Sins, Cornelia ou quiconque penserait en nous voyant. En me retournant, je gardais les yeux rivés sur ses chaussures. Elles reluisaient après mes coups de brosse de la veille. Il se leva enfin, dégagea sa tête de la robe, laissant apparaître ses cheveux ébouriffés. « Tenez, Griette, c'est prêt. Allez-y, regardez. » Il recula et me fit signe d'approcher. Je restai cloué sur place. « Monsieur, couvrez-vous la tête avec la robe, comme je vous l'ai montré. L'image sera plus nette. Et regardez-la sous cet angle, afin qu'elle ne soit pas inversée. » Je ne savais que faire. Je crus défaillir à l'idée de me retrouver enfoui sur la robe. Comme aveuglé, que lui serait là à m'observer, mais il était mon maître. Je lui devais obéissance. Je gardai le silence et m'approchai de la boîte, là où le couvercle était soulevé. Je me penchai pour regarder la plaque de verre laiteux, fixée à l'intérieur. Un dessin très flou s'y répétait. Il arrangea doucement sa robe sur ma tête, de façon à empêcher toute la lumière de passer. Encore toute chaude de lui, la robe avait une odeur de brique longtemps exposée au soleil. Je m'appuyai à la table pour me stabiliser et fermer les yeux un instant. J'avais l'impression d'avoir bu trop vite de la chope de bière que je prenais le soir avant de me coucher. « Que voyez-vous » entendis-je me demander. J'ouvris les yeux et je vis le tableau sans la femme. « Oh » Je me redressai si vivement que la robe tomba par terre. Je reculai, piétinant l'étoffe. Je retirai mon pied. « Pardon, monsieur, je laverai votre robe de ce matin. » « Peu importe la robe, Griette. Qu'avez-vous vu ?» Ma gorge se serra. Je ne savais plus du tout où j'en étais. J'avais un peu peur. L'intérieur de la boîte était comme un piège du diable, ou je ne sais quelle invention catholique, à laquelle je ne comprenais rien. J'ai vu le tableau, monsieur, sauf qu'on n'y voit pas la femme, qu'il est plus petit, et que les objets sont renversés. Oui, l'image est projetée à l'envers. Droite et gauche y sont également inversées. Il existe des miroirs capables de corriger cela. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais qu'y a-t-il ? Je ne comprends pas, monsieur. Comment est-ce rentré là-dedans ? Il ramassa la robe, l'épousseta du revers de la main. Il souriait.
Lorsqu'il souriait, son visage rappelait une fenêtre grande ouverte. « Voyez-vous ceci ?» Il pointa du doigt vers l'objet circulaire à l'extrémité de la plus petite boîte. On appelle ça un objectif. C'est un morceau de verre taillé d'une certaine façon. Lorsque la lumière provenant de ce décor, dit-il en pointant le doigt vers l'angle de la pièce, le traverse et pénètre dans la boîte, elle projette l'image que nous voyons ici. Et tapota le verre laiteux. Désireuse de comprendre, je regardais avec une telle intensité que mes yeux s'embuèrent. « Qu'est-ce qu'une image, monsieur ? Ce n'est pas un mot que je connais ?» Quelque chose changea dans son visage, comme si au lieu de regarder par-dessus mon épaule, c'était moi qu'il regardait. « C'est un tableau, une peinture, si vous voulez. » Je hochai la tête. Je voulais avant tout qu'il ait l'impression que je suivais ses explications. « Vous avez de très grands yeux, » me dit-il soudain. Je souris. « C'est ce qu'on m'a dit, monsieur. » « Aimeriez-vous regarder à nouveau ?» Je n'y tenais pas, mais je n'osais le lui dire. Je réfléchis un instant. « Je regarderai encore une fois, monsieur, mais à condition que vous me laissiez seul. » Il parut étonné, puis amusé. « Très bien, » dit-il. Il me tendit la robe. « Je serai de retour d'ici quelques minutes. Je frapperai avant d'entrer. » Il me vint à l'esprit de feindre de regarder, mais il aurait tout fait de s'apercevoir de la tricherie. En outre, j'étais curieuse. Il m'a paru plus facile d'envisager de regarder à nouveau s'il ne m'observait pas. Je respirais bien à fond, puis je regardai dans la boîte. Je vis sur la plaque de verre une timide esquisse du décor dans l'angle. Tandis que je me couvrais la tête de la robe, une image, pour reprendre le terme qu'il employait, devint de plus en plus nette. Je voyais la table, les chaises, le rideau jaune dans l'angle, le mur noir sur lequel était accrochée la carte, le pot en céramique miroitant sur la table, la coupe en étain, la houppette, la lettre. Ils étaient là, assemblés devant mes yeux, sur une surface plane, en un tableau qui n'était pas un tableau. Je touchai le verre avec précaution, lisse et froid. Il ne portait aucune trace de peinture. J'enlevai la robe. L'image devint floue. Néanmoins, elle était là. Je repassai à nouveau sous la robe, veillant à ne pas laisser filtrer la lumière. Je vis réapparaître ses couleurs, véritables pierreries. Elles paraissaient encore plus brillantes et plus vives sur le verre que dans l'angle de la pièce. Il me sembla aussi difficile de cesser de regarder dans la boîte que d'éloigner mon regard du tableau de la femme au collier de perles. La première fois que je l'avais vue, lorsque j'entendis frapper à la porte, j'eus tout juste le temps de me redresser et de laisser la robe retomber sur mes épaules avant qu'il n'entre. « Avez-vous regardé, Griette ? Avez-vous bien regardé ?»« J'ai regardé, monsieur. Mais je ne sais pas trop ce que j'ai vu. » Je lissai ma coiffe. « Voilà qui surprend, n'est-ce pas ? J'étais aussi stupéfait que vous la première fois que mon ami me l'a montré. »« Mais pourquoi regardez-vous cela, monsieur, alors que vous pouvez regarder votre tableau ? Vous ne comprenez pas ?» Il tapota sur la boîte. « C'est un outil. Je m'en sers pour mieux voir. Cela m'aide à peindre. »« Mais vous vous servez de vos yeux pour voir. » »« C'est exact. Mes yeux ne voient pas toujours tout. » Je détournai vivement mon regard vers l'angle de la pièce, comme pour découvrir quelques détails inattendus jusque-là invisibles par derrière la houppette, émergeant des ombres de l'étoffe bleue. « Dites-moi, Griette, poursuivit-il. Croyez-vous que je peins juste ce qui se trouve là dans ce coin ? » Je jetai un coup d'œil sur le tableau, incapable de répondre. Je me sentis piégée. Quelle que soit ma réponse, ce ne serait pas la bonne. La chambre noire m'aide à voir de façon différente, expliqua-t-il. Elle m'aide à mieux voir ce qui est là. Devant mon air déconcerté, il dut regretter d'en avoir dit autant à quelqu'un comme moi. Il se retourna et referma la boîte. J'enlevai la robe et la lui tendis. « Monsieur, merci, Griette, dit-il en la prenant. Vous avez achevé le ménage dans l'atelier ? » Oui, monsieur. Dans ce cas, vous pouvez aller. Merci, monsieur. Je me hâtai de rassembler balai et chiffon, et je sortis. La porte se referma derrière moi avec un déclic.
Je réfléchis à ce qu'il m'avait dit sur la façon dont la boîte l'aidait à en voir davantage. J'avais beau ne pas comprendre, je savais qu'il y avait une raison. Il me suffisait de regarder son tableau, représentant la femme, ou de rassembler les souvenirs que j'avais vus de Delphes. Il voyait les choses d'une façon différente. Ainsi, une ville où j'avais toujours vécu semblait une autre ville. Ainsi, une femme devenait-elle belle quand son visage était baigné de lumière. Le lendemain, quand je me rendis à l'atelier, la boîte en bois n'y était plus. Le chevalet avait retrouvé sa place. Je jetai un coup d'œil sur le tableau. Si jusque-là, je n'avais relevé que d'infimes changements, cette fois je remarquai un bien évident. La carte, accrochée au mur derrière la femme, avait été retirée du tableau, et aussi du décor. Le mur était nu. Le tableau n'en paraissait que plus beau, plus sobre. Les contours de la femme ressortaient mieux sur cet arrière-plan beige qu'était le mur. Néanmoins, ce changement me troubla. Il était si soudain. Je ne me serais pas attendu à cela de sa part. Une fois sortie de l'atelier, je me sentis mal à l'aise. Je me rendis au marché de la viande, sans regarder autour de moi, ce qui n'était pas dans mes habitudes. Je saluai de la main notre ancien boucher, mais ne m'arrêtai pas lorsqu'il m'appela. Peter Fils veillait seul sur l'étal. Je l'avais revu une fois ou l'autre depuis ce premier jour. Mais toujours en présence de son père. Il se tenait alors à l'arrière-plan, tandis que Peter, père, s'occupait de moi. « Bonjour, Griette, dit-il. Je me demandais quand vous reviendriez. » Je trouvais bien sot de sa part de me dire cela, vu que j'achetais la viande chaque jour à cette heure. Son regard me croisa. Ne croisa pas le mien. Je décidai de feindre ne pas avoir entendu. 3 livres de viande au pot-au-feu, je vous prie. Auriez-vous encore des saucisses que votre père m'a vendues l'autre jour? Les filles les ont trouvées à leur goût. Je crains qu'il ne m'en reste plus. Une cliente vint se mettre derrière moi. Elle attendait son tour. Peter Fish jeta un coup d'œil dans sa direction. « Pouvez-vous attendre un instant ?» me demanda-t-il à voix basse. « Attendre ?» J'aimerais vous demander quelque chose. Je m'écartai afin de laisser servir la femme, ce que je n'appréciais guère, vu l'état de confusion dans lequel je me trouvais. Mais je n'avais guère le choix. Dès qu'il eut terminé, et que nous nous retrouviâmes seuls, il me demanda « Où habite votre famille ?»« Près de l'eau de Longandic, dans le coin des papistes. »« Non, votre famille, à vous. » Je me sentis toute gênée de mon erreur. Près du canal Riedveld, non loin de la porte Caux. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» Son regard croisa enfin le mien. « On a signalé un cas de peste dans ce quartier-là. » Je fis un pas en arrière, les yeux écarquillés. « A-t-on décidé la quarantaine ?»« Pas encore. Ça devrait être pour aujourd'hui. » J'ai compris après coup qu'il avait dû se renseigner à mon sujet. S'il n'avait pas su où habitait ma famille, il ne lui serait pas venu à l'idée de me parler de la peste. Je ne me revois pas revenant du marché. Peter Fils dut mettre la viande dans mon seau. Je me souviens qu'à peine de mon retour, je laissai tomber mon seau au pied de Tanuki, en disant « Il faut que je voie notre maîtresse. » Tanuki fouilla dans le seau. « Pas de saucisses? Rien pour les remplacer? Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Retourne de ce pas au marché. » « Il faut que je voie notre maîtresse, insistai-je. Dis-moi, que se passe-t-il? » Tanuki flairait quelque chose. « Tu as fait quelque sottise? » Il est question que ma famille soit mise en quarantaine. Je dois aller les retrouver. Oh! Tanuki frémit mal à l'aise. Dans ce cas, je ne saurais que te dire. Il va falloir que tu lui demandes. Elle est à côté avec ma maîtresse. Katharina et Maria Sins étaient dans la salle de la crucifixion. Maria Sins fumait la pipe. Elles s'arrêtèrent de parler dès que j'entrai. « Que se passe-t-il, ma fille » grommela Maria Sins. « Pardonnez-moi, madame, dis-je à Katharina. Mais j'ai entendu dire que la rue où vit ma famille serait peut-être mise en quarantaine. J'aimerais aller les voir. »« Comment ça, pour nous ramener la peste ?» rétorqua-t-elle. « Certes non, vous êtes folle !» Je regardai Maria Sins, ce qui ne fit qu'aviver la colère de Katharina. « J'ai dit non, c'est non, déclara-t-elle. C'est à moi de décider de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. L'auriez-vous oublié ? » Non, madame, répondis-je en baissant les yeux.
Vous ne retournez pas chez vous le dimanche tant que tout danger de contagion n'aura pas été écarté. Et maintenant, filez. Nous avons à parler sans que vous traîniez par ici. » J'emportai la lessive dans la cour et m'assis tournant le dos à la porte pour ne voir personne. Je pleurais en frottant une robe de mariée. Quand je sentis l'odeur de la pipe de Maria Sims, je m'essuyai les yeux mais ne me retournai pas. « Voyons, ma fille, ne sois pas ridicule, » dit calmement Maria Sims derrière moi. « Tu ne peux rien faire pour eux. Et tu dois penser à toi. Tu es une fille intelligente, tu peux comprendre ça. » Je ne répondis pas. Au bout d'un moment, l'odeur de sa pipe avait disparu. Il entra le lendemain, alors que j'époussetais dans l'atelier. « Je suis navrée d'apprendre ce qui arrive à votre famille, Griette, » dit-il. Je levai les yeux, oubliant mon balai. Son regard était empreint de bienveillance. Je sentis que je pouvais lui demander. « Monsieur, pourriez-vous me dire si la quarantaine a été décidée ? » ?»« Elle l'a été hier matin. »« Merci de me l'avoir dit, monsieur. » Il me salua de la tête. Il allait partir quand je repris. « Puis-je vous demander autre chose, monsieur, au sujet du tableau ?» Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « De quoi s'agit-il ? » ?»« Quand vous avez regardé dans la chambre noire, ça vous a dit de retirer la carte du tableau ? » ?»« Oui, c'est exact. » Il guettait ma réaction, comme la cigogne qui a repéré un poisson. « Ça vous plaît maintenant que la carte n'est plus là ? C'est à l'avantage du tableau. » Je ne serais pas cru capable de dire une chose pareille. Et le danger qui menaçait ma famille me rendait téméraire. En voyant son sourire, je me comprenais à mon balai. Je n'arrivais plus à faire du bon travail. Je me préoccupais davantage du sort de ma famille que de la propreté des dalles ou de la blancheur des draps. Si jusqu'ici personne ne m'avait paru remarquer mes talons ménagers, désormais tout le monde constatait ma négligence. Lisbeth se plaignait des taches sur son tablier, Tanuki me reprochait même la poussière quand je balayais. Katharina se mit plusieurs fois en colère contre moi pour avoir oublié de repasser les manches de sa chemise, pour avoir acheté de la morue au lieu du hareng, pour avoir laissé le feu s'éteindre. « Du calme, ma fille, » marmonnait Maria Sims, quand elle me croisait dans le couloir. Il n'y avait que dans l'atelier où j'arrivais à faire le ménage comme avant, avec la précision qui était nécessaire. En ce premier dimanche, où je ne reçus pas la permission de rentrer chez nous, je me sentis très perturbée. Je ne pouvais me rendre à notre église, située dans le quartier, car elle était en quarantaine. Je ne voulais pas non plus rester chez eux, car quoi que je fasse, les catholiques, le dimanche, je n'avais aucune envie d'être des leurs. Ils se rendirent en famille à l'église des Jésuites, à l'angle de Molenport. Les filles avaient mis leurs belles robes. Tanuki elle-même avait revêti sa robe de laine beige. C'est elle qui portait Johan. Katharina avançait avec peine, se tenant au bras de son époux. Maria Sims ferma la porte à clé, disparut au coin de la rue. Je me retrouvai donc devant la maison, me demandant ce que je pourrais faire. Les cloches de la tour de la nouvelle église sonnèrent l'heure. C'est là que j'ai été baptisée, pensai-je. On me laissera sûrement entrer pour le service. Je me glissai dans cet imposant édifice, telle la souris d'un palais. L'intérieur était sombre, effrayé. La voûte que soutenaient des piliers ronds et lisses était si élevée que l'on aurait pu la prendre pour le ciel. Derrière l'autel se trouvait la tombe en marbre de Guillaume d'Orange. Je ne vis aucun visage connu, juste des fidèles, aux vêtements sobres, dont l'étoffe et la coupe étaient beaucoup plus raffinées que ceux que je pourrais jamais porter. J'avais si peur que l'on me vienne demander pourquoi j'étais là, que je me cachais derrière un pilier, d'où j'entendais à peine le pasteur. Le service terminé, je m'éclipsai sans donner à personne le temps de s'approcher de moi. Je fis le tour de l'église et regardai la maison, sur l'autre rive du canal. La porte était toujours fermée. Les offices des catholiques doivent être plus longs que les nôtres, me dis-je.
J'allai aussi loin que je pus en direction de chez mes parents, ne m'arrêtant que lorsqu'une sentinelle me barra le chemin. Le quartier semblait très calme. « Comment ça va par là-bas » demandai-je au soldat. Il haussa les épaules, mais ne répondit pas. Il semblait avoir chaud avec son manteau et son chapeau, car il faisait lourd et moite, même si le soleil ne brillait pas. « Y a-t-il une liste de ceux qui sont morts » J'avais à peine à prononcer ces mots. « Pas encore. » Cela ne m'étonna pas. La publication des listes était toujours remise à plus tard, et elle était en général incomplète. Il valait se fier à la rumeur publique. « Sauriez-vous par hasard » ? « Oui. Sauriez-vous si Jean le faïencier... Je n'ai aucune nouvelle, de quoi que ce soit. Il va falloir que vous attendiez. » Le soldat se tourna, tandis que d'autres s'approchaient de lui, avec les mêmes questions. J'essayai de parler à un autre soldat, qui gardait l'accès à une autre rue. Le soldat se montra plus aimable, mais ne put me donner aucune nouvelle de ma famille. Je pourrais me renseigner, mais pas pour rien, dit-il avec un sourire, tout en regardant des pieds à la tête, afin que je comprenne bien de quoi qu'il ne s'agissait pas d'argent. Vous devriez avoir honte de chercher à tirer du profit du malheur d'autrui, rétorquai-je. Cela ne me sembla pas le gêner le moins du monde. J'avais oublié que face à une jeune demoiselle, les soldats n'ont qu'une chose en tête. De retour à Loudlangandik, je fus soulagée de trouver la maison ouverte. Je m'y glissai et passai l'après-midi caché dans la cour avec mon livre de prière. Le soir, je me couchai sans dîner, après avoir dit à Tanuki que j'avais mal au ventre. Sitôt que j'arrivai à la boucherie, Peter ses fils me prit à part, tandis que son père s'occupait d'une cliente. « Avez-vous des nouvelles de votre famille » Je secouai la tête. Personne n'a pu m'en donner. Mon regard ne rencontra pas le sien. L'intérêt qu'il portait à ma famille me donna l'impression que je venais de descendre d'un bateau, et que le sol tremblait sous mes pieds. « Je vais me renseigner pour vous, » déclara Peter. À son ton de voix, il était clair que je ne devais pas l'en dissuader. « Merci, » répondis-je au bout d'un long moment. Je me demandais ce que je ferais s'il apprenait quelque chose. Contrairement au soldat, il ne me demandait rien. Mais je resterai son obligé. Et je refusais d'être l'obligé de qui que ce soit. Cela prendra sans doute plusieurs jours, murmura Peter, avant de tendre à son père un fouet de génisse. Il s'essuya les mains à son tablier. J'acquiesçai de la tête, les yeux sur ses mains. Ses ongles étaient ourlés de sang. Sans doute va-t-il falloir que je m'habitue à voir ça, pensai-je. Je commençai à attendre les courses quotidiennes avec plus d'impatience encore que le ménage de l'atelier. Je les appréhendais aussi, redoutant par-dessus tout cet instant où Peter fils levait la tête et m'apercevait. Je sondais alors son regard, en quête d'indices, désireuse de savoir même, en l'absence de nouvelles, tout espoir était encore permis. Plusieurs jours s'écoulèrent. Il se contentait de secouer la tête quand je venais acheter la viande, ou passer près de son étal, en me rendant chez le poissonnier. Jusqu'à ce jour où il m'aperçut. Il détourna son regard. Je sus aussitôt ce qu'il allait me dire. Mais je ne savais pas qui c'était. Il me fallut attendre qu'il finisse de servir des clientes. Je me sentais si mal que j'aurais voulu m'asseoir, mais le sol était tout taché de sang. Peter fils enleva son tablier et vint me trouver. « Il s'agit de votre sœur Agnès, » me dit-il avec douceur. « Elle est très malade. »« Et mes parents ? Jusqu'ici, ils vont bien. » Je ne lui demandai pas quel risque ils avaient encouru pour se renseigner. « Merci, Peter, » murmurai-je. C'est la première fois que je l'appelais par son nom. Je regardai dans ses yeux. J'y vis de la bienveillance. J'y vis aussi ce que je redoutais. Certaine attente. Le dimanche suivant, je décidai d'aller retrouver mon frère. J'ignorais ce qu'il savait de la quarantaine ou du danger que court Agnès. Je quittai la maison de bonne heure et me rendis à pied à la faïencerie, située hors des murs de la ville,
non loin de la portée de Rotterdam. Lorsque j'arrivai, Franz dormait encore. La femme qui gardait l'entrée se mit à rire quand je demandai à le voir. « Croyez-moi, il ne va pas se réveiller de sitôt, dit-elle. Ils dorment tous leurs dimanches. Les apprentis, c'est leur jour de congé. » Je n'appréciai ni son ton de voix, ni ce qu'elle a dit. Ayez la gentillesse de le réveiller. Et dites-lui que sa sœur est ici, insistai-je. À m'entendre, on aurait presque pu me prendre pour Katharina. La femme fronça les sourcils. Je savais pas que Franz venait d'une famille où on se mouchait pas du coude. Là-dessus, elle disparut, et je me demandais si elle se donnerait seulement la peine de réveiller Franz. Je m'assis sur un petit mur pour l'attendre. Une famille passa. Ils se rendaient à l'église. Les enfants, 2 garçons, 2 filles, couraient devant leurs parents, comme nous jadis. Je les suivis du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Franz apparut enfin, encore ensommeillé. Il se frottait le visage. « Salut Griette, dit-il. Je ne savais pas que si c'était toi ou Agnès. Je suppose cependant qu'Agnès ne s'aventurerait pas si loin toute seule. » Il ne savait pas. Je ne pus me retenir plus longtemps, ni même lui annoncer avec douceur. « Agnès a la peste, lâchai-je. Que Dieu la protège, et nos parents. » Franz cessa de se frotter le visage. Il avait les yeux rouges. « Agnès ?» répéta-t-il bouleversé. « Comment l'as-tu appris ? Quelqu'un s'est renseigné pour moi. »« Tu ne les as pas vus ?»« Non, la quarantaine a été décidée. »« La quarantaine ? Depuis combien de temps ?»« 10 jours. » Franz secoua la tête. Il était en colère. Dire que je n'en savais rien. « Je crois que je vais devenir fou à force de passer mes journées enfermées dans cette fabrique au milieu de ces carreaux de faïence. »« C'est plutôt à Agnès que tu devrais penser pour le moment. » Franz baissa la tête, l'air malheureux. Il avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu, quelques mois plus tôt. Sa voix était devenue plus grave. « Dis-moi, Franz, ça t'arrive d'aller à l'église ?» Il haussa les épaules. Mieux valait ne pas le questionner davantage. « Je vais à l'église pour eux, préférai-je lui dire. Voudrais-tu m'y accompagner ?» Il n'en avait pas envie. Je m'arrangeai pour l'en persuader. Je ne voulais pas me retrouver seule dans une église inconnue. Il y en avait une à proximité. Nous y entrâmes. Le service ne fut pas d'un grand réconfort, mais je priais de tout mon cœur pour ma famille. On marcha en silence le long de la chie, chacun devinant les pensées de l'autre. Ni lui ni moi n'avions jamais entendu parler de personne ayant survécu à la peste. « Allons, ma fille, tu débarrasseras ce coin de la pièce aujourd'hui, » me dit un matin Maria Sins en ouvrant l'atelier. Là-dessus, elle m'indiqua d'un geste le coin qu'il était en train de peindre. Je ne compris pas ce qu'elle avait en tête. « Tu rangeras tout ce qui se trouve sur la table. Dans les bahuts, du débarras, reprit-elle. Sauf la coupe et la houppette de Katharina, que j'emporterai. » Elle se dirigea ensuite vers la table et ramassa 2 objets que j'avais passé tant de temps à replacer avec soin ces dernières semaines. Lisant sur mon visage, Maria-Sine se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, il a terminé. Il n'en a plus besoin. Quand tu auras fini, tu veilleras à bien épousseter les chaises et à les replacer près de la fenêtre du milieu. Puis tu ouvriras tous les volets. » Là-dessus, elle s'en alla, serrant contre elle la coupe en étain. Sans la coupe en étain, ni la houppette, le dessus de la table devenait un tableau que je ne reconnaissais pas. La lettre, l'étoffe, le pot en céramique avaient perdu tout sens, comme si quelqu'un les y avait simplement posés au hasard. Quoi qu'il en fût, je ne me voyais pas les déplaçant. Je remis cela à plus tard, préférant commencer par d'autres tâches. J'ouvris tous les volets, ce qui rendit la pièce aussi lumineuse qu'insolite. Puis je passai la serpillière et j'époussetai partout, sauf sur la table. Je contemplai un instant le tableau, essayant de découvrir la différence qui permettrait de dire qu'il était achevé. Je n'avais pas remarqué les changements au cours des derniers jours. Je réfléchissais quand il entra. « Vous n'avez pas fini de débarrasser tout ça, Griette. Dépêchez-vous. Je suis venue vous aider à déplacer la table.
Pardonnez-moi d'avoir été si lente, monsieur. C'est juste que... Il paraissait étonné que je veuille dire quelque chose. Que voulez-vous? J'ai tellement l'habitude de voir les objets là où ils sont que je n'ai aucune envie de les déplacer. Oh, je comprends. Dans ce cas, je vais vous aider. Il saisit l'étoffe bleue sur la table et me la tendit. Il avait les mains très propres. Je pris l'étoffe. Sans y toucher, j'allais la secouer par la fenêtre, puis la replier avant de la ranger dans un bahut du débarras. Quand je revins, il avait rangé la lettre et le pot en céramique. Nous repoussâmes la table d'un côté de la pièce, et je plaçai les chaises près de la fenêtre du milieu, tandis qu'il installait le chevalet et le tableau dans l'angle où avait été disposé le décor. Cela faisait un curieux effet de voir le tableau là, même où se trouvait ce décor. Cette soudaine agitation, ce remue-ménage, après des semaines d'immobilité et de calme, voilà qui semblait étrange. Cela ne lui ressemblait pas. Je ne lui posais aucune question. J'aurais voulu le regarder, lire ses pensées. Au lieu de cela, je gardais les yeux sur mon balai, essuyant la poussière qu'avait soulevée l'étoffe bleue. Il me laissa seul, et me hâtai de terminer, ne souhaitant pas m'attarder dans l'atelier, où je ne trouvais plus de réconfort. Cet après-midi-là, Van Ruven et son épouse vinrent rendre visite à mes maîtres. J'étais assise sur le banc devant la maison, près de Tanuki, qui m'apprenait à recommoder des manchettes en dentelle. Les filles étaient allées jusqu'à la place du marché. Nous les regardions jouer avec un cerf-volant près de la nouvelle église. Merge tenait la corde, tandis que Cornelia s'efforçait de le lancer dans le ciel. Je reparais les Van Ruven de loin. Tandis qu'il s'approchait, je la reconnus, elle, grâce au tableau, et à notre brève rencontre. Et je retrouvai en lui l'homme à la moustache et au chapeau, orné d'une plume blanche, qu'il avait un jour escorté jusqu'à la porte. « Regardez, Tanuki, murmurai-je. C'est le monsieur qui admire chaque jour votre portrait. »« Oh !» Tanuki rougit en les voyant. Elle rajusta sa coiffe et son tablier, puis elle murmura. « Va dire à ta maîtresse qu'ils sont ici. » Je rentrai en courant. Maria Sins et Katharina étaient dans la salle de la crucifixion. « Les Van Ruven sont ici, annonçai-je. Katharina et Maria Sins retirèrent leurs coiffes, lissèrent leur col. Katharina appuya à la table pour se relever. Au moment où elles sortirent de la pièce, Maria Sins tendit la main pour redresser un des peignes d'écaille que Katharina ne portait que pour les grandes occasions. Elles accueillirent leurs invités dans l'antichambre, tandis que j'attendais dans le couloir. Alors qu'il se dirigeait vers l'escalier, Van Ruven me repéra, il s'arrêta. « Qui est-ce » demanda-t-il. Katharina me regarda en fronçant les sourcils. « Je suis une des servantes. »« Tanaki, montez-nous du vin, je vous prie. » Demandez plutôt à la servante aux grands yeux de nous l'apporter, ordonna Van Ruven. « Venez, chère amie, dit-il à son épouse, qui se mit à gravir l'escalier. Tanuki et moi nous retrouvâmes l'une à côté de l'autre. Elle contrariée, moi troublée par l'attention de Van Ruven. « Allons, dépêchez-vous » me cria Katharina. « Vous avez entendu ce qu'il a dit. Apportez le vin !» Elle monta péniblement l'escalier derrière Maria Sins. Je me rendis dans la petite chambre des filles. J'y trouvai des verres. J'en essuyai 5, avec mon tablier, les posai sur un plateau. Je cherchais du vin dans toute la cuisine. J'ignorais où on le gardait, car il n'en buvait pas souvent. Tanuki avait disparu, froissé. J'avais peur que le vin ne se trouve enfermé dans un placard, dont il me faille demander la clé à Katharina devant tout le monde. Par chance, Maria Sins avait dû anticiper cela. Elle avait laissé dans la salle de la crucifixion un pichet blanc rempli de vin. Je le posai sur le plateau et l'emportai à l'atelier en prenant soin de redresser ma coiffe, mon col et mon tablier, comme j'avais vu les autres le faire. Lorsque j'entrai dans l'atelier, il était devant le tableau. « Un vrai bijou, une fois de plus !» disait Van Ruven. « Vous plaît-il, ma chère ?» demanda-t-il à Snoop. « Bien sûr !» répondit-elle. La lumière du jour qui entrait par les fenêtres éclairait son visage, la rendant presque belle. Au moment où je posais
Le plateau sur la table que mon maître et moi avions déplacé ce matin-là, Maria-Signe s'arriva. « Laisse-moi ça, murmura-t-elle. « File, dépêche-toi !» J'étais dans l'escalier quand j'entendis Van Ruven demander. « Où est passée cette servante aux grands yeux? Déjà repartie? Moi qui voulais la regarder comme il se doit. »« Voyons, voyons, ce n'est rien du tout !» s'écria Katharina, d'un ton enjoué. « C'est plutôt le tableau que vous voulez regarder. » Je revins m'asseoir sur le banc auprès de Tanuki, qui ne voulut pas m'adresser la parole. Nous restâmes là, en silence, à raccommoder les manchettes, écoutant les voix qui s'échappaient par les fenêtres au-dessus de nos têtes. Quand ils redescendirent, je m'esquivai juste au coin de la rue, et là, plaqué contre les briques tièdes d'un mur de Molenport, j'attendis leur départ. Un de leurs domestiques arriva plus tard. Il monta à l'atelier. Je ne le vis pas repartir, car les filles qui étaient de retour voulurent que j'allume le feu pour y retirer des pommes. Le lendemain matin, le tableau était reparti. Je n'avais pas pu le revoir une dernière fois. En arrivant au marché à la viande ce matin-là, j'entendis un homme me dire que la quarantaine avait été levée. Je me hâtai jusqu'à l'étal de Peter. Père et fils étaient là. La cliente faisait la queue. Feignant de ne pas les voir, j'allai droit vers Peter fils. « Pourriez-vous me servir très vite ?» dis-je. « Je dois me rendre chez mes parents. Juste 3 livres de langue et 3 livres de saucisses. » Il laissa là ce qu'il faisait, ignorant les protestations de la vieille femme qu'il servait. « Si j'étais jeune, et si j'avais un beau sourire, je suis sûre que vous feriez n'importe quoi pour moi aussi, » grommela-t-elle, tandis que je me tendais mes achats. « Elle ne sourit pas, » rectifia Peter. Il lança un coup d'œil à son père, puis il me donna un plus petit paquet. « Pour votre famille, » précisa-t-il à voix basse. Je saisis le paquet et partis en courant sans même le remercier. Il n'y a que les enfants et les voleurs qui partent en courant. Je courus jusque chez nous. Mes parents étaient assis sur le banc, l'un près de l'autre, la tête baissée. Sitôt arrivé, je pris la main de mon père et la portai contre mes joues humides. Puis je m'assis avec eux sans rien dire, car il n'y avait rien à dire. Suivit un temps où tout cela sembla dépourvu d'intérêt. La propreté du linge, la promenade quotidienne au marché, le calme de l'atelier, bref, tout ce qui avait compté pour moi perdait soudain de l'importance, tout en étant toujours là, comme ces meurtrissures qui disparaissent en laissant de petites bosses sous la peau. Ma sœur mourut à la fin de l'été. L'automne fut pluvieux. Je passais beaucoup de temps à étendre le linge sur des séchoirs à l'intérieur de la maison, à les rapprocher du feu, afin d'éviter que les vêtements ne se couvrent de moisissures, en veillant toutefois à ne pas les brûler. En apprenant la mort d'Agnès, Tanuki et Maria-Signe me traitèrent avec une relative gentillesse. Pendant plusieurs jours, Tanuki refréna ses mouvements d'impatience, mais elle recommença vite à me réprimander et à faire la tête en me laissant le soin de l'apaiser. Maria-Signe ne disait pas grand-chose, et elle interrompait Katharina sitôt que celle-ci me parlait d'un ton cassant. Quant à Katharina, elle semblait ne rien savoir de ce qui était arrivé à ma sœur, ou du moins, elle n'en montrait rien. La date de l'accouchement approchait. Comme l'avait dit Tanuki, elle passait au lit la plupart de son temps, confiant le jeune Johan à Marge. Il commençait à trotter partout, ne laissant guère de répit à ses sœurs. Les filles ignoraient que j'avais une sœur. Aussi, n'auraient-elles pas compris que je puisse en perdre une. Seule Ailédis semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Elle s'asseyait parfois tout contre moi, comme le jeune chien se réfugie contre la fourrure de sa mère, pour avoir chaud. Dans sa simplicité, elle me réconfortait mieux que personne. Un jour, Cornelia vient me trouver dans la cour, alors que je pendais du linge. Elle me tendit une de ses vieilles poupées. « Nous ne nous amusons plus avec ça, » déclare-t-elle. « Même Ailédis, aimeriez-vous la donner à votre sœur ?» À l'avoir joué avec de grands yeux innocents, je compris qu'elle devait avoir entendu parler de la mort d'Agnès. « Non, merci, » fut tout ce que je pus répondre d'une voix étranglée. Elle sourit et s'éloigna en gambadant. L'atelier demeurait vide. Je n'entreprenais pas de nouveaux tableaux. Il passait la plupart de son temps soit à la guilde, soit à Mechelen.
l'auberge de sa mère, située de l'autre côté de la place. Je continuai à faire le ménage. Mais je finis par ne plus voir là qu'une tâche parmi bien d'autres. Juste une pièce de plus à balayer et à épousseter. Lorsque je me rendais au marché à la viande, je trouvais difficile de croiser le regard de Peter fils. Sa gentillesse m'attristait. J'aurais dû la lui rendre, mais il ne l'avait pas fait. J'aurais dû en être flatté, mais ne l'était pas. Je ne voulais pas de sa sollicitude. Je vins à préférer être servi par son père, qui me taquinait, mais n'attendait rien en retour, sauf mes commentaires sur sa viande. Cet été-là, nous eûmes droit à de la bonne viande. Le dimanche, je me rendais parfois à la faïencerie où Franz était en apprentissage, le suppliant de m'accompagner à la maison. Il accepta 2 fois, apportant aussi un peu de joie à mes parents, dire qu'1 an plus tôt, ils avaient encore 3 enfants chez eux, et qu'aujourd'hui, ils n'en avaient plus. Par notre présence, Franz et moi leur rappelions les temps les plus heureux. Une fois même, ma mère se mit à rire, mais elle se reprit en hochant la tête. Dieu nous a punis pour avoir pris notre bonne fortune, comme allant de soi, dit-elle. N'oublions jamais ça. Retourner à la maison n'était pas aisé. Je m'aperçus qu'après ces quelques dimanches où je n'avais pu rentrer à la maison, en raison de la quarantaine, je finissais par ne plus m'y sentir vraiment chez moi. Je commençais à oublier où ma mère rangeait les affaires, quelle sorte de carreaux de faïence entouraient la cheminée, comment le soleil brillait dans les pièces aux divers moments de la journée. Au bout de quelques mois, je pouvais mieux décrire la maison du coin des papistes que celle de ma propre famille. La visite à la maison était particulière, éprouvante pour Franz, après les jours et des nuits à la faïencerie, et il avait envie de se détendre, de rire, de plaisanter, ou tout du moins de dormir. Sans doute le persuadai-je de m'y accompagner dans l'espoir de resserrer les liens familiaux. C'était hélas peine perdue, car depuis l'accident de mon père, nous étions une famille différente.